Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je sais, vidéo Warhammer, vous vous dites peut-être qu'il va faire quelque chose et tout. Eh bien non, je reviens sur les nains du chaos parce que j'ai toujours des choses à dire, j'aime beaucoup cette faction. Et en l'occurrence, en vrai, c'est surtout une histoire qui est assez incroyable. C'est pas forcément... Enfin, on va parler un petit peu de Nains du Chaos et je vais revenir sur 2-3 points. Mais le truc qui m'a vraiment fait le cœur de ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est surtout qu'en fait, j'ai aidé Red Maggle sur sa compilation sur les Nains du Chaos. Il y a eu une question un peu pointilleuse en termes de lore, donc j'ai été vérifier mes sources avant de répondre. Et en vérifiant les sources, je me suis rendu compte de certains trucs et notamment d'une belle petite histoire. Donc on va en parler. En l'occurrence... Comme vous le voyez par le titre, ce qui est toujours un peu particulier avec les Nains du Chaos, c'est le côté fan-made. Alors qu'est-ce que du fan-made? C'est tout simplement le fait que les fans font de la fiction, ce qu'on appelle généralement du fan-fiction, et globalement il peut y en avoir plusieurs, et tout ça, ça va être du fan-made, donc du fait par les fans. Et le truc, c'est que Warhammer, pendant très longtemps, ce qu'ils ont fait, Game Workshop, hein, le studio derrière, enfin la boîte derrière Warhammer, ce qu'elle a fait souvent, c'est qu'elle a, pour rendre hommage à la créativité des fans, puisque l'objectif était quand même, je le rappelle, au tout premier lieu, c'était que Warhammer soit une espèce de jeu de rôle, etc. Et d'ailleurs, il y a un jeu de rôle Warhammer qui tourne toujours et qui est vraiment très bien. Mais en l'occurrence, donc ils ont souvent invité à la créativité, au fait que vous créiez vos propres armées, vos propres factions, vos propres baronnies. Par exemple, si vous jouez bretonien, vous faites votre petit baron avec vos petites couleurs à vous, etc. etc. Donc gros appel à la créativité, par exemple pour les Space Marines dans Warhammer 40 000, faire votre propre chapitre, etc. Et donc... Souvent, ils ont beaucoup apprécié la créativité de leurs joueurs et de leurs fans, et ils l'ont intégré notamment dans les magazines White Dwarf, hein, le fameux magazine nain blanc, qui du coup avait des petites histoires racontées par les fans, et certains fans même ont intégré l'entreprise, etc., etc. Et donc, généralement, vous avez des trucs qui étaient pas officiels, qui sont devenus officiels par la suite, en mode clin d'œil aux fans, etc. Pour les Nains du Chaos, c'est très particulier parce que déjà l'histoire des Nains du Chaos, faut bien garder à l'esprit, c'est le seul livre d'armée, les Nains du Chaos, qui n'est pas sorti au départ comme livre d'armée, mais comme un supplément dans un White Dwarf en magazine dans les années 90, début des années 90, je crois que c'est 94, j'avoue que je n'ai pas vérifié parce que je voulais aller vite, mais en l'occurrence, donc depuis la V4, donc autour de 1994, et au départ c'était pas un livre d'armée, donc vous savez les codex, ce fameux livre qui en termes d'importance permettait de jouer votre faction avec l'histoire de la faction, comment les peindre, comment les monter, etc. Vous aviez tout en un livre. Et bien les Nains du Chaos, ça n'a pas commencé par ce livre là, c'est d'abord une publication White Dwarf en deux parties, et ensuite ils ont fait le livre d'armée avec tout ce qu'ils avaient mis dans le White Dwarf. Et ça c'est quand même assez intéressant. Donc... Parce que depuis cette version-là, on n'a jamais eu de livre d'armée Nains du Chaos. Donc imaginez depuis 94. Alors ce qui est bien, c'est que les règles de la V4 étaient totalement compatibles avec la V5. Hein, c'est presque deux éditions sœurs. Et ensuite, ça a été plus compliqué. Donc les sources sont parfois difficiles à récupérer parce que, sources concernant les Nains du Chaos, c'est le début des années 90. Internet n'était pas encore là, tout ça. Et le matériel officiel était assez nébuleux, hein. Comme je l'ai dit, la plupart des sources viennent du jeu de rôle, viennent du White Dwarf. Nains du Chaos, c'était pas la race la plus jouée, pourtant elle a toujours été très efficace, mais c'était pas la race la plus jouée, c'était un peu nébuleux, c'était un peu de niche et tout. Et pareil, comme tu pouvais jouer, en plus c'est con parce que tu pouvais jouer peau verte et Nains du Chaos et du coup de faire une armée ensemble. Mais donc on avait des lignes dans différents livres d'armée, etc. Hein, notamment celui des peaux vertes. Livre d'armée des peaux vertes, et là on arrive sur la V6. C'était déjà dit avant, mais la V6 de Warhammer Fantasy va créer, donc on est autour du début des années 2000, va créer, donc quasiment 10 ans après, va créer un nouveau personnage qui est Grimgor Boîte en Fer. Et Grimgor Boîte en Fer, ce qui est assez intéressant, c'est que sa petite histoire, il raconte le fait qu'il est toujours suivi par... Si Grimgor est présent en tant que général d'armée, il y a forcément un régiment d'orques noirs qui doit l'accompagner. Et ce régiment d'orques noirs, il a un nom en particulier, c'est celui des Immortels, avec un Z. Immortels, les Immortels. On sent que les orques ont réapproprié un concept, puisque c'est un gros clin d'œil aux Immortels perses, inspiration des Nains du Chaos, une des grandes sources d'inspiration des Nains du Chaos, bien sûr. Et du coup, les Immortels, sachant que je rappelle que les Nains du Chaos sont les créateurs des orques noirs, c'est eux qui ont créé artificiellement la sous-espèce d'orque noir, et en l'occurrence
il y avait quand même ce côté, les immortels, ça vient pas d'eux, on sent que c'est un concept récupéré, comme souvent avec les orques. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que les nains du chaos, ils quittent le radar officiel, plus de livres d'armée. Donc après la V5, plus de livres d'armée, mais pourtant, donc ça faisait un moment que les joueurs attendaient des choses, enfin il y avait quand même s'il n'y avait pas énormément de joueurs, les fans des nains du chaos étaient très très actifs et demandaient du nouveau, demandaient du contenu, etc. Arrive la campagne narrative officielle Storm of Chaos. Alors, je vais en profiter pour vous rappeler ce qu'est une campagne narrative. Les campagnes narratives, c'est qu'en gros, chaque édition avait, parfois même plusieurs, mais sa grande campagne narrative, c'est-à-dire une campagne créée par le studio, et parfois c'était des campagnes, enfin, je parle de campagne narrative officielle, hein, bien sûr, et en gros, cette campagne narrative, eh bien, le studio va développer, va penser un concept, toute une histoire, etc. Et va impliquer les joueurs en faisant des batailles, etc. Vous envoyez le compte rendu de la bataille et ils vont le prendre en compte dans l'écriture de l'histoire. Ça ressemble énormément en fait à ce qui se fait par exemple dans Helldiver actuellement, hein. C'est juste que vous jouez directement la partie et c'est envoyé automatiquement au maître du jeu, etc. Mais l'idée c'est ça un petit peu, hein. Sauf que là c'est au niveau de figurines, donc vous allez en magasin, tout ça, vous faites votre partie, ou vous faites votre partie chez vous et vous donnez le formulaire. À l'époque c'était en magasin, mais vous pouviez l'envoyer directement, c'était plus simple de le faire en magasin. Et dans le contenu de cette grande campagne narrative qui personnellement m'a beaucoup marqué, parce que Storm of Chaos c'était probablement une des plus grandes campagnes narratives avec énormément de choses. On avait eu un livre de contenu spécifique, alors c'était déjà le cas avant, mais celle-là avait pris une ambition assez démesurée. Et je pense qu'aussi c'est aussi la première véritable campagne narrative avec un internet popularisé, parce que celle d'avant c'était celle sur Albion et c'était pas encore trop le cas. On était vraiment au début d'internet, tout le monde était encore en 56K, donc c'était compliqué. Donc celle-là elle a été beaucoup plus grande, elle a impliqué beaucoup plus de joueurs. En plus on est au début des années 2000, donc là où grâce au Seigneur des Anneaux notamment, que ce soit en figurine ou en film, eh bien beaucoup de gens se mettent à Warhammer, et donc Storm of Chaos a eu un certain succès. Il y a eu aussi une écriture assez intéressante avec beaucoup de contenu ajouté et autres. Et notamment dedans, hein, vous me voyez venir, eh bien il y a eu des nouveautés pour les nains du chaos. Alors les nains du chaos sont recrutés qu'en mercenaires pour les armées du chaos, mais en gros les nains du chaos reviennent en tant que servants pour la nouvelle machine pour le chaos, à savoir le canon Apocalypse, donc une artillerie. Au final, ce sera le seul point. C'est vrai que ça avait un petit peu fait languir les joueurs et tout, se dire ah bah ça y est ils vont revenir, et finalement non. Et là vous dites oui mais tu es parti un petit peu du sujet d'origine. Je vous montre vraiment, parce que là je suis en train de traverser les époques pour vous rappeler à quel point en fait c'est la disette, hein, pour les nains du chaos. Il y avait bien sûr 2-3 trucs pour leur permettre d'être jouables quand même et tout, qui sortaient dans les White Dwarf, les nouvelles éditions du jeu de rôle qui petit à petit allaient s'intéresser à, enfin on s'intéresse d'abord à l'Empire, etc. Ensuite on grossit le trait, on parle d'autres choses, d'autres créatures et tout, et du coup tu vas à ce moment là parler des hobgoblins, parler des nains du chaos, éventuellement de la Massou, d'Autorus, et là hop tu commences à en parler un peu, mais c'est vraiment au fond des éditions, etc. Et au final dans le livre de règles, parce que un petit peu à l'image de l'ancien Star Wars, l'ancien canon Star Wars, vous avez une sorte de hiérarchie des normes, une hiérarchie du canon, avec tout en haut le livre de règles, en dessous les livres d'armée, et en dessous encore bah, tout ce qui va être jeu de rôle, White Dwarf, etc. etc. Et au final, et les romans aussi. Et donc officiellement, eh bien dans le livre de règles V7, donc on est autour des années 2006-2007, donc fin des années 2000, eh bien vous allez avoir le livre d'armée qui va parler de toutes les factions jouables avec les figurines, leur histoire, leurs règles, etc. C'était très bien. Et la V7 nous montre, eh bien, tout simplement les nains du chaos avec leur apparence traditionnelle. Tout simplement, puisque c'est vrai qu'avec Storm of Chaos, malheureusement, Storm of Chaos nous avait mis des nains du chaos assez dégueulasses, qui ressemblaient plus à des nains chaotiques des premières éditions de Warhammer que vraiment le concept des Dawitzar, donc les nains de feu. Et là, en V7, il y a une petite illustration qui nous montre justement un nain du chaos, un Dawitzar, un Drazar, un nain de feu, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît des nains du chaos. D'ailleurs, accessoirement, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo un jour. Dans ce même livre V7, il y a 3 races qui sont citées sans être jouables parce qu'elles n'ont pas leurs règles, etc. Vous avez les nains du chaos, les dragons, et en dessous vous avez Katei, avec une illustration qu'on n'a toujours pas dans Total War Warhammer, une illustration d'une espèce de, je crois que c'est un guerrier, je sais plus si c'est guerrier céleste ou moine céleste, etc. avec une espèce d'épée à 2 mains, qui est assez stylé, mine de rien. Donc voilà, c'était une illustration officielle, ce qui a beaucoup, ce qui a plu évidemment. Et pendant la V7, la campagne narrative de la V7, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, puisqu'il
Ce gameplay est arrivé avec le DLC mince, Throne of Decay, pardon, donc j'étais en mode Tower of Doom Todd. Throne of Decay, donc le DLC de Nurgle, c'est tout simplement la Nemesis Crown, donc la couronne de Nemesis, qui est une couronne naine magique qui a été créée par Alaric le Fou, et qui est en fait une couronne avec de la malpierre, et étonnamment, eh bien, ça a merdé, du coup la couronne est maudite, etc. etc. Et en fait, on pourrait se dire, bah c'est super. Et en fait, cette campagne narrative, ce qui est assez intéressante, c'est qu'elle met en avant les nains de base, sachant qu'ils se battent dans les forêts de Talabaim, etc., enfin dans les forêts de l'Empire. Il y a à peu près tout le monde qui répond à l'appel de la couronne, même si ça concerne avant tout les nains et un peu l'Empire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'édition, moi je l'ai en format papier, il parle pas des nains du chaos, mais dans le White Dwarf qui va présenter un petit peu tout ça, eh bien ils vont mettre en place, pour ceux qui ont encore leurs armées naines du chaos ou les armées des précédentes éditions qui n'ont pas été remises au goût du jour avec la V6 et la V7, je pense notamment aux Dogs of War, donc les mercenaires, les nains du chaos, eh bien création de différents petits personnages pour que vous puissiez être inclus dans cette campagne narrative, et notamment, eh bien là, ça a été quelque chose de dingue pour les joueurs nains du chaos, c'est la création de Ricars the Unbreakable, ou l'invincible, même si la trad n'est pas tout à fait parfaite, qui est créé pour représenter justement les grands bataillons. Il est le grand chef des armées, le grand chef des bataillons nains du chaos qui vont être envoyés dans cette campagne par Zarnagrund, la capitale des nains du chaos. Et ça, pour les anciens joueurs nains du chaos, c'est quelque chose de dingue. Sachant que j'en profite, petite parenthèse, hein, mais ça, pour les Dogs of War, donc pour les mercenaires, eh bien c'est un mage, c'est un astromancien du nom d'Aeolus qui va diriger l'armée mercenaire. Au final, Ricars, qui nous intéresse ici, est présenté comme un général parangon de son peuple, envoyé récupérer la couronne pour le conclave, les maîtres sorciers nains du chaos. Et ce qui est assez intéressant, eh bien, c'est qu'il n'a jamais eu de figurine officielle. Donc ils mettent en avant ça, il a quelques petites règles, il a ses petites règles à lui, il a son petit matériel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que forcément ça a, comme je le dis, fait fleurir beaucoup d'espoir chez les joueurs nains du chaos. J'ai eu l'occasion d'aller sur le site, justement, chaosdwarf.com, qui est en gros, je dirais, le principal endroit où les fans de nains du chaos s'exprimaient à cette époque, et c'est encore actif aujourd'hui d'ailleurs. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme il n'a pas de figurine officielle, généralement si vous avez regardé des trucs sur Steam ou autre, que vous vous intéressez un petit peu au futur contenu qui pourra arriver, vous avez souvent vu cette illustration, cette figurine. En fait c'était une conversion du nain blanc, la figurine du nain blanc de l'époque, et il l'avait converti en truc de nain du chaos. Moi je l'aime pas des masses. Alors le sculpt est insane, hein. Vraiment le mec a trop bien fait le taf et tout, il a presque sculpté sa figurine à lui. Mais moi j'aime pas ça parce que pour moi c'est plus un nain chaotique qu'un nain du chaos, hein. Ce n'est pas un nain du chaos de Zarnagrund des terres sombres, ça pourrait être juste un nain de base qui s'est converti au chaos. Et encore une fois, c'est pas la même culture, c'est pas la même manière, donc j'ai du mal. Il n'y a pas les grands chapeaux caractéristiques des nains du chaos et du pouvoir, quoi. En tant que signe distinctif de pouvoir. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de figurine officielle. Et donc chacun a fait un petit peu sa perception de Ricars. Et donc faites attention, j'en profite pour le débunker, ce personnage, Ricars Invincible, n'a pas d'apparence officielle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, je vais me reconnecter à Total War Warhammer et le côté fanmade, parce que, forcément, comme je l'ai dit, chaosdwarf.com et autres vont être ultra hypés par ça y est, regardez, Game Workshop s'intéresse enfin à nous. J'ai vu beaucoup d'espoir anéanti en mode ah, ils vont peut-être lui sortir une figurine officielle, le retour des nains du chaos dans la V7, etc. Ce qui est terrible, c'est que on est dans les années 2020, donc au contraire, hein, les nains du chaos, ils ne ressortiront jamais, même en V8. Et à l'inverse, Warhammer Fantasy s'arrêtera en V8. Donc non, il n'y aura jamais rien eu. Par contre, ça les a beaucoup influencés à réécrire des règles, à réécrire des histoires, etc. Notamment mettant en scène Ricars. Et là, c'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, pour Ricars, il n'y avait rien. À part sa petite biographie, elle est très courte, je vous mettrai les sources en commentaire. Il n'y a pas grand chose en fait. Par contre, il y a un objet. Ce qui est assez intéressant, c'est que Ricars Invincible, il est censé porter l'armure de Gazrak. Ou Gazrak. KH, je sais pas du tout comment ça se prononce. J'imagine que c'est plutôt en R, mais bon. Et donc, c'est l'armure portée par Ricars l'Invincible. Et vous savez quoi? Eh ben, elle est présente dans Total War Warhammer 3. C'est l'armure de Zatan, d'où les couleurs que vous voyez ici. Sauf que Zatan, il n'est pas censé porter cette armure-là. C'est
vraiment un symbole, un clin d'œil comme quoi les devs ils y ont pensé, etc. Ce qui montre aussi qu'ils n'avaient pas pour but de sortir les... ça semble être aussi un truc qui va peut-être faire que Ricars sortira pas. Après ils peuvent tout à fait sortir Ricars plus tard et lui donner l'armure de Gazrak et changer pour Zatan pour lui donner une autre armure. Sachant que ce qu'ils pourraient faire aussi tout simplement, si jamais ils veulent aller plus loin, c'est dire que Gazrak c'est un des membres du conclave et qu'il est connu pour créer des armures exceptionnelles et donc bien les plus grands généraux nains du chaos sont souvent équipés par Gazrak. Comme ça, Zatan il a une armure de Gazrak, Ricars a une armure de Gazrak. C'est pas la même, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être ça. Pas de problème, même si pour le moment il n'y a aucune explication et ça semble plus être un clin d'œil, même si du coup ça marche pas puisque c'est pas l'armure de Zatan. Au final, eh bien il y a autre chose. Et là vous vous rappelez mon truc par rapport aux orques, les immortels, tout ça, tout ça. Et bien en fait ce qui est assez intéressant c'est que dans Total War Warhammer 3 vient également dans le DLC Nains du Chaos l'unité de renom des Assermenteurs Infernaux qui je le rappelle c'est l'élite de la garde infernale de la Forteresse Noire. C'est une cité spécifique des Nains du Chaos, là on envoie tous les parias. Et donc la garde infernale c'est le top du top là-bas, c'est l'équivalent des tueurs des nains normaux. Et en plus là il y a le côté, c'est un mix entre les brise-fer et les tueurs hein, si on doit simplifier les choses. Et les Assermenteurs Infernaux ce serait le top du top du top de ces mecs là. C'est un peu les tueurs de démons mixés avec des marteliers et des brise-fer. C'est vraiment l'élite de l'élite. Et globalement c'est l'équivalent de la garde d'élite des seigneurs sorciers. Ils sont là pour protéger les plus grands seigneurs sorciers de la Forteresse Noire. Donc de la cité des parias nains du chaos. Vous savez ceux qui ont été condamnés et qui ont été envoyés là-bas comme une sorte de bagne pour pouvoir comment dire, se rattraper aux yeux de la société. Et au final ce qui est intéressant c'est que l'équivalent en unité de renom c'est les immortels avec leur grand chapeau qui indique que pour le coup ils sont hauts dans la hiérarchie des nains du chaos. Et c'est intéressant parce que les immortels, je vous rappelle que c'était la garde d'élite tout simplement de l'Empire Perse, et donc un peu la garde de l'Empereur. Et ce qui est assez intéressant, bah, du coup c'est qu'en disant ça, ça nous dit, et ça rappelle bien, les Assermenteurs Infernaux seraient les immortels, mais de la Forteresse Noire. Et là, peut-être que je vais un peu trop vite, mais je vous rappelle que c'est tout simplement... Mais je vais y revenir après, mais en fait tout ça c'est tout simplement la garde infernale, la forteresse noire, etc. En fait c'est le lore de Tamurkhan, le livre qui est sorti en V8, donc l'une des dernières versions, avec dedans, et bien tout simplement les règles concernant la forteresse noire, donc des nains du chaos spécifiques paria. Et donc forcément c'est le truc le plus récent, c'est le matériel avec lequel tu as envie de travailler quand tu es créatif, mais en même temps c'est limitant. Ce qui explique probablement pourquoi on n'a pas les immortels en unité, mais à la place on a les Assermenteurs Infernaux. Et donc, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on en avait d'ailleurs avec Red Maguel, parce que c'est quand même l'origine de cette vidéo, pour ça qu'avec Red Maguel, en fait, dans sa compilation, dans son grand mode sur les Nains du Chaos, on a modifié pour que les Assermenteurs Infernaux, de manière générale, soient plutôt des immortels, avec toujours les immortels en unité de renom qui serait le top du top, et... du coup, quand vous jouez uniquement Drazoas, qui est le grand seigneur nain du chaos de la Forteresse Noire, et celui qui va avec Tamurkhan, et bien lui pour le coup, ses Assermenteurs Infernaux sont des Assermenteurs Infernaux et pas des immortels. Donc, et en plus, pour le coup les immortels ont bien plu de manière générale aux joueurs parce que on les voit même utilisés dans le trailer. Donc moi j'ai même cru que c'était une... J'avais été un peu déçu parce que je me suis dit putain c'est une unité spécifique et en fait non c'est une unité de renom. Ils les avaient vraiment mis en avant. Et au final, dans les autres unités de renom, tiens, très intéressant, nous avons l'unité de renom de la garde de Granit. C'est tout simplement l'unité de renom des Tromblons. Et la garde de Granit, et ben vous savez quoi? Et c'est là qu'on commence à parler. Ils sont cités dans les travaux des fans de chaosdwarf.com. Eh oui, oui. Il était dit que Ricars était envoyé tout simplement par Gortz le Cruel, donc le seigneur, enfin celui qui est le plus influent au conclave après Astragos. Et du coup, l'unité... en fait, les fans avaient rajouté le fait que Ricars commandait un régiment spécifique d'immortels, la garde de Granit. Cité d'ailleurs pour être généralement en avant-garde de Tromblon. C'est pas directement des mecs à Tromblon, c'est juste que ils sont souvent là pour protéger les Tromblons. Et donc ils se sont dit vas-y on va faire une unité un peu hybride qui sera Tromblon avec leurs armes lourdes. Et donc vous comprenez pourquoi c'est une unité d'armes lourdes aussi. Et ce qui est assez intéressant c'est que du coup c'est des immortels.
Ben, il se représentait en garde inferno. Et c'est pour ça que dans la compilation avec Red, eh bien, il en a fait des immortels avec le grand chapeau. Mais donc la garde de granit, ce n'est pas du matériel officiel. Ça a été officialisé par Creative Assembly pour Total War Warhammer 3 en tant que DLC pour les Nains du Chaos, qui est un hommage au travail fan-made. Alors le problème c'est que je suis pas sûr que les fans soient cités dans ce travail, mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, eh bien, je vous rappelle que Creative Assembly a l'aval de Game Workshop, les créatifs de Warhammer, pour sortir leur projet, leur travail. Donc, en faisant ça, eh bien, ils officialisent la présence des Immortels. Immortels qui n'ont jamais été jouables dans la liste d'armées V4, mais qui avaient été un petit peu imaginés par les fans. Enfin, c'était toujours un peu compliqué de savoir d'où sort le travail sur les Immortels, etc. Et en plus de ça, donc ça officialise les Immortels, ça officialise la garde de granit, sachant qu'on nous dit que c'est bien spécifiquement un régiment d'immortels, donc dans les gardes spécifiques. C'est pour ça que les fans vont aller plus loin, ensuite ils vont créer la garde de granit, la garde d'obsidienne, je sais plus quelle autre garde. Et donc, ça c'est quand même quelque chose de dingue, parce que ils ont... c'est du travail de fans, de 2007, qui est récupéré pour un DLC qui sort en, je crois, 2023, 2022 ou 2023. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. Donc c'est quelque chose... 2023 je crois. Donc c'est quelque chose d'assez dingue. Et il y a une telle effervescence concernant la sphère communautaire que Game Workshop lui a souvent fait du pied de temps à autre, notamment avec la V8, comme je le disais, le livre de Tamurkhan, la garde infernale. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec la garde infernale, c'est qu'ils ont essayé de faire un peu le lien entre les trois connards qui poussent le canon apocalypse et les nains du chaos traditionnels avec leurs grands chapeaux qui font très assyrien, babylonien, mésopotamien et perse. Au final, ce qui t'explique, c'est que en fait, ils ont le look des servants de canon apocalypse, la garde infernale, parce que en fait, ça semble être tout simplement des mecs envoyés. On nous a pas envoyé la fine fleur pour servir les canons apocalypse avec Archaon et les seigneurs du chaos. On a plutôt mis les parias, quoi. Donc c'est pas mal. Après, ils sont très bons, mais c'est juste que c'est moins prestigieux, forcément. Sauf que là, nous sommes actuellement au début 2025. Et il y a quelques années, donc dans les années 2020, je vous rappelle que Warhammer Fantasy s'est arrêté avec End Time, qui a globalement repris Storm of Chaos, mais avec une fin différente. Cette fois, Archaon se prend pas un coup de boule par Grimgor, mais cette fois il gagne, et le monde de Fantasy est détruit pour créer Age of Sigmar. Et du coup, eh bien, plus de nains du chaos, plus de Warhammer Fantasy, The Old World, tout ça. À la fin, donc même j'ai envie de dire début des années 2010, puisque c'est entre 2014 et 2016 globalement. Et donc... bah c'est triste, Tamurkhan sort en 2012 je crois d'ailleurs avec la V8, tout ça. Donc au final, eh bien, il n'y avait plus rien, on a quasiment eu 10 ans de disette sans rien. Et au final, eh bien, il y avait 2-3 petits trucs qui avaient été mis pour Age of Sigmar avec, on a les cornes d'Ashut qui étaient des humains. D'ailleurs c'est une hérésie parce que dans le lore d'Ashut, les humains, il n'y a pas d'humains, il n'y a que les nains du chaos qui sont ses enfants qui le servent. Les autres ils le servent contre leur gré, donc après pour le coup dans les cornes d'Ashut il y a des esclaves, mais c'est des humains. Donc c'est quand même compliqué. Et ils ont sorti les Hobgrottes qui sont des Hobgoblins d'Age of Sigmar, mais qu'on a pu licencier avec un brevet pour ne pas se faire... enfin pour attaquer les gens qui utiliseraient le terme Hobgrotte. Et c'est assez intéressant parce que on a surtout eu l'année dernière, donc en 2024, la sortie, ou la ressortie j'ai envie de dire, des nains du chaos pour Blood Bowl. Blood Bowl, alors je sais, tout le monde va dire ouais Blood Bowl c'est pas tout à fait canonique, tout ça. Oui, bien sûr. Ah c'est tout pareil mais c'est pas canonique, bien sûr que non, évidemment. Oui, je connais ça. Je connais ça, ça s'appelle le Légende de Star Wars, ça s'appelle le JDR Warcraft, ça c'est... Oui, c'est pas canon, mais on pioche tout dedans. Et ça va plus loin parce que l'équipe de Nains du Chaos de Blood Bowl, elle est magnifique. Déjà, ils sont super beaux, ils modernisent l'ancienne esthétique des Nains du Chaos avec les grands chapeaux, etc. Alors, je suis juste un peu deck pour les espèces de cracheurs de feu là, qui n'ont pas de grands chapeaux, mais je pense que c'est pour différencier aussi. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est notamment le travail sur les runes. Le livre de Tamurkhan que j'évoquais a fait tout un nouveau travail pour essayer de donner aussi un langage aux nains du chaos et notamment des runes. Les nains, on connaît bien justement leur langage et leurs runes. Et du coup il y avait un travail un peu similaire sur les nains du chaos pour essayer de nous expliquer un petit peu 2-3 trucs.
pour que ce soit compréhensible et visible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait toutes les runes que vous voyez sur les joueurs de l'équipe Blood Bowl, toutes, je dis bien toutes les runes ont une signification. Et ça c'est incroyable. Notamment les bloqueurs, et bien leur rune qui remonte c'est domination. C'est domination, bastion, etc. Donc en mode la protection et on va gagner. Et ce qui est assez intéressant, ça va juste qu'au niveau du petit détail, et aucune étoile du chaos à signaler d'ailleurs, aucune étoile du chaos sur les nains du chaos, parce que ce sont les nains de feu. Et les ballons, bah, du coup il y en a en feu, et ils ont une rune. Et la rune, c'est justement la rune du sacrifice. En mode, celui qui porte le ballon, bah, il va probablement se faire péter. Et surtout, bah, en fait on n'a pas envie de jouer le ballon. Parce que comme les nains normaux, les nains du chaos, ils veulent plus se battre et marquer des touchdowns une fois que globalement toute l'équipe est couchée et mise à terre. Donc j'aime beaucoup, même ça, ce petit détail, ça a été fait par des passionnés avec beaucoup d'amour. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ce travail, il a probablement été fait, il a été fait conjointement, tu le sens avec Total War. Je veux dire, j'ai déjà fait des lives où je vous montrais, si vous regardez là comme ça et que vous voulez voir de vous-même, vous lancez Total War Warhammer, vous lancez une bataille avec des nains du chaos, regardez la garde infernale, il y a l'épaulette qui est assez grosse là, et en fait si vous regardez pas l'extérieur mais l'intérieur, il y a des runes, et ces runes ont un sens. Il y a un travail de détail qui est exceptionnel. Bon, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étoiles du chaos pour les nains du chaos de Total War Warhammer, mais encore une fois, ça veut dire que ça a été aussi fait par des passionnés, et ça a été fait aussi avec l'aval de Game Workshop. Bon, trop d'étoiles du chaos, heureusement Blood Bowl il n'y en a pas, Blood Bowl a mieux travaillé là-dessus. Et c'est pas fini, parce que avec la sortie de la V4 d'Age of Sigmar en 2024, et du coup la boîte de départ Vermintide, là, les Sigmarites là, contre les Éternuls, contre les Skaven, eh bien il y a eu une mise à jour du travail de cartes d'Age of Sigmar. Alors c'est un peu particulier les cartes d'Age of Sigmar, mais il y a un travail de cartes qui est quand même fait. Et du coup, eh bien, on nous a d'ores et déjà teasé les nains de feu, puisque bah, les Hobgroth, les cornes d'Ashut, j'en ai déjà parlé, étaient sortis il y a quelques années. Mais surtout, plus récemment, eh bien, vous avez la carte de la V4, où vous voyez, dans la légende, la Ashut Forge City. Donc les cités forges d'Ashut, avec deux cités qui sont dans différents royaumes, c'est globalement les royaumes cosmiques, tout ça. On a Muspelzar et Zarvixa, donc ils reviennent. Ils arrivent sur, ça sent là, leur retour sur Age of Sigmar, ou plutôt leur arrivée dans Age of Sigmar. Mais évidemment, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est surtout le succès de The Old World qui a été constaté au niveau chiffres. Ça a été constaté, ça a été évoqué dans les réunions d'actionnaires, et ça y est, officiellement, ça a été redit aussi de manière générale. The Old World, c'est-à-dire en gros la V9 de Warhammer Fantasy, même si c'est un peu particulier, c'est-à-dire on revient dans l'ancien monde. Il y a Age of Sigmar, c'est le futur où le monde a été détruit, et The Old World c'est une sorte de Warhammer Fantasy classique où on revient même à une époque encore antérieure, et du coup, eh bien, mais on revient avec tout le monde de Warhammer Fantasy, toutes les armées de Warhammer Fantasy, etc. Alors on a déjà fait la liste d'armées avec Gigi, vous pouvez la voir sur le YouTube, hein, où on a les règles pour jouer les nains du chaos, tout ça. Mais ils n'ont pas prévu de ressortir les nains du chaos. Sauf que, depuis, ils ont annoncé que c'était plutôt un bon succès et qu'ils avaient été agréablement surpris par l'accueil des joueurs pour The Old World. Et du coup, eh bien, ils ont annoncé, alors qu'il n'y avait que 9 factions annoncées, il y en a une 10e finalement. Katei qui vient d'être teasée, on en a parlé dans les soirées lore, etc. Katei vient d'être teasée, donc Katei, en plus elle a été mise sur la carte et tout, donc Katei devrait arriver sur la première version de The Old World. Et donc ce qui est intéressant, c'est que à côté de ça, vous avez le DLC Nain du Chaos qui est le DLC de race, et même avant Throne of Decay, c'était le DLC le plus vendu de l'histoire de la saga, de la franchise Total War. Donc Creative Assembly, les développeurs de Total War, sont plutôt contents. Et ce qui est intéressant, c'est que si on met les deux côte à côte, ça fait que ça semble prometteur pour éventuellement un retour des Nains du Chaos et de la gamme Nains du Chaos à The Old World. Et j'ai même envie de dire pourquoi pas même un nouveau DLC Nains du Chaos sur Total War Warhammer. J'ai déjà fait une vidéo de ce qui manque et ce qui pourrait être ajouté, notamment un certain Ricard l'Invincible. Donc voilà, je m'arrête là, c'est plutôt encourageant pour les Nains du Chaos, mais surtout je voulais vraiment vous parler du concept de voilà, les trucs qui ont été designés et pensés par des fans qui finalement se retrouvent officiellement en jeu.
c'est quand même quelque chose de dingue. Donc voilà, je trouve que c'était une belle histoire et je voulais lui consacrer une vidéo. Donc merci à tous, n'hésitez pas aussi à aller, je vous mettrai le lien de la compilation Naine du Chaos pour pouvoir... parce que je travaille avec Red Maggle, même si c'est lui le modeur et qui fait tout. Je travaille un peu en consultant à ses côtés. Et du coup n'hésitez pas à aller le récupérer parce qu'il a fait un super travail. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Bonjour, c'est Achut. Oui, je suis le père des ténèbres. Et je vous parle depuis les royaumes du chaos. Il faut s'abonner, hein. Ah ouais, moi je suis plutôt dirigiste, hein. Faut s'abonner à la chaîne YouTube, hein, c'est gratuit, tu vas pas... Pour une fois que... Eh, sachant que vous avez de la chance, hein. Achut il fait payer normalement. Voilà, vous avez tous les liens, tout ça. Bisous. Au revoir.